les jours. filles ne mangent pas de viande à la cantine le midi avec le repas végétarien, je le sais, parce que le soir, je sais qu'elles ont faim, etc. Non, mais il faut arrêter. Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça, mais enfin, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est du si vécu, ma fille monsieur ne Caron. mange pas de viande, elle n'a jamais faim parce qu'elle n'a pas mangé de viande. Je crois qu'il faut arrêter cette Non, mais désinformation. l'alimentation, il faut qu'elle Madame soit Lambert est équilibrée. lobbyiste d'une profession, je le respecte totalement, mais on ne peut pas présenter ça comme un fait, parce que vous nous racontez sur ce plateau que votre fille, quand elle rentre chez elle le soir, elle a mangé un repas végétarien à la cantine. Je me bats pour qu'il y ait des repas végétariens dans toutes les cantines, dans toutes les cantines publiques Et en France, et qu'elle a faim parce qu'elle n'a pas mangé de viande le midi. Vous vous rendez compte quand même de la désinformation à laquelle vous prêtez là ce soir? Eh bien, ça tombe bien parce que dans cet épisode, on va parler de désinformation sur les protéines animales et végétales. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Charles Brumaudier d'éthicien, hôte du podcast Dans la poire, et on continue notre mini-série sur les protéines. Justement, on a vu ce qu'était une protéine, on a vu dans l'épisode 2 combien vous en aviez besoin. Aujourd'hui, on s'attaque à un débat un petit peu plus piquant, houleux, voire technique, protéines animales versus protéines végétales, même si vu le format, j'éluderai pas mal d'angles d'attaque, d'informations, mais ce que je vous propose, c'est que si le sujet vous plaît et que vous souhaitez un épisode plus complet sur cette question, n'hésitez pas à me dire sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify ou YouTube, si vous désirez qu'on approfondisse, et je pourrais même inviter une spécialiste du sujet si ça vous botte. Alors pour comprendre cette histoire-là, il faut remonter un petit peu dans le temps. Elle commence il y a environ 150 ans et repose en grande partie sur des rats. Oui, des rats. Début du 19e siècle, la viande devient synonyme de force. Elle était déjà, mais là, c'est la science qui s'en empare. Dans le premier épisode de la mini-série, je vous avais déjà parlé des travaux de Justus von Liebig, prononcé Liebig, qui mène des expériences et conclut que la viande, à l'époque en tout cas, est l'aliment indispensable pour les travailleurs de force. La viande, c'est l'énergie, la viande, c'est la puissance. Mais trop bizarre, cet élan, il est déjà contredit en 1863 par un médecin britannique qui s'appelle Edward Smith, qui dit que les théories de ce Liebig sont assez surestimées. Et à la fin du 19e siècle, un autre chercheur, Carl von Voigt, démontre même que les protéines végétales peuvent aisément suffire à la couverture des besoins protéiques, voire dans certains cas les dépasser. Et c'est ainsi qu'on a, tenez-vous bien, en France, dès le début du XXe siècle, des médecins qui proposent des alimentations sans viande, notamment pour les diabétiques et les personnes atteintes de maladies cardio. Mais malgré ces avancées scientifiques, le mythe persiste. Au XXe siècle, les rats entrent en scène puisqu'une nouvelle méthode pour évaluer la qualité des protéines va verrouiller le mythe pour quasi un siècle. En gros, je vous la fais courte, on teste la qualité des protéines sur des jeunes rats en pleine croissance. On mesure leur prise de poids et plus le rat grandit vite, meilleure est la protéine. C'est simple, c'est basique. Résultat, les protéines animales semblent largement supérieures aux protéines végétales, surtout les légumineuses. Le classement, ça devient viande, œuf, lait en tête, et les légumineuses loin derrière. Et cette hiérarchie, elle s'impose dans les esprits, dans les manuels de nutrition, dans les recommandations officielles. Le petit problème, c'est que les rats ne sont pas des humains. Les rats en pleine croissance ont besoin de beaucoup plus de méthionine que les humains. La méthionine, c'est un acide aminé, c'est une perle du collier si jamais vous vous souvenez le premier épisode. Or, les légumineuses sont naturellement un peu moins riches en méthionine que la viande. Résultat, pendant des décennies, les légumineuses ont été considérées comme des protéines de mauvaise qualité, entre guillemets, incomplètes, inférieures. Ok, bon, ça c'était pour l'histoire un petit peu accélérée. Et aujourd'hui, on en est où ? Quelle est la différence entre les protéines animales et les protéines végétales ? Parce que oui, il y a des différences, mais elles sont bien moins importantes qu'on vous le fait croire. Première chose à comprendre, tous les acides aminés sont dans les végétaux. La lysine, oui, on en trouve dans les végétaux. La méthionine, on en trouve aussi dans les végétaux. La leucine, l'isoleucine, la valine, elles sont présentes également. Ce qui diffère, ce sont les proportions. Ce n'est pas forcément la présence. Imaginez un orchestre, tous les instruments sont là, mais dans certains morceaux, les violons sont plus présents, dans d'autres, ce sont les cuivres, mais ça reste de la musique et ça reste plutôt complet et si possible harmonieux. Prenons les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, pois cassés, fèves, etc. Elles sont riches en lysine, qui est un acide aminé essentiel, et un peu moins riches en méthionine, comme on vient de voir. Résultat, leur qualité protéique se situe entre 90 et 100% par rapport aux protéines animales. Les céréales, riz, blé, avoine, quinoa,
Je mets le quinoa dans cette même famille, même si en vrai c'est une pseudo-céréale, c'est un peu l'inverse. Elles sont riches en méthionine et un peu moins en lysine. La qualité protéique se situe entre 70 et 90%. Alors c'est vrai que c'est légèrement moins optimal entre guillemets sur le papier, mais ça reste déjà de très bonne qualité. Et surtout quand vous combinez légumineuses et céréales dans la journée, pas forcément au même repas, j'y reviendrai, eh bien vous obtenez un profil complet. Et au passage, certains végétaux ont un profil en acides aminés qui est parfait avec un score de 1, c'est-à-dire 100%, le soja notamment et ses dérivés, tofu, tempeh, etc. Le quinoa, le sarrasin, l'avoine, les pistaches. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de viande pour obtenir une protéine complète. La digestibilité maintenant, oui, il y a une petite différence. C'est vrai, les protéines animales sont digérées et absorbées un peu plus facilement que les protéines végétales. Pourquoi cette différence ? Parce que les végétaux contiennent des fibres et certains composés naturels, comme les phytates et les lectines, qui ralentissent légèrement l'absorption des protéines. Mais attention, des procédés comme la cuisson, le trempage, la germination, la fermentation améliorent grandement cette digestibilité. Par exemple, un dalle de lentilles bien cuit, super bonne digestibilité, ou alors des lentilles vertes ou des haricots rouges trempés la nuit et pré-germés, pas de problème, du pain au levain, du tofu fermenté, même chose. Donc dans la vraie vie, quand vous cuisinez vos végétaux correctement, cette différence devient minime, cette différence se gomme. Ensuite, la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité de votre corps à utiliser les protéines une fois qu'elles sont absorbées. Là, les études récentes sont assez claires. Les chercheurs ont mesuré ce qu'on appelle les bilans azotés. C'est une mesure de l'utilisation des protéines par le corps. Résultat, à quantité égale de protéines, je redis bien, à quantité égale de protéines, il n'y a quasi aucune différence entre une alimentation végétalienne et une alimentation carnée. Votre corps utilise aussi bien les protéines végétales que les protéines animales. L'Observatoire national de l'alimentation végétale, l'ONAV pour les intimes, le dit clairement dans sa position. Je cite, « Au fur et à mesure que nos connaissances avancent, la biodisponibilité des protéines végétales apparaît très proche, voire dans certains cas, équivalente à celle des protéines animales. » Fermez les guillemets, ça c'est dans l'argumentaire de leur longue position de 2022 sur les protéines. Elle va bientôt être révisée et je vous ferai d'ailleurs un update quand ce sera le cas. Ensuite, un petit fait fascinant, quand on mesure les niveaux d'acides aminés dans le sang de personnes qui mangent de la viande, des végétariens et de végétaliens, on trouve des différences. Cela suggère que votre corps s'adapte à votre alimentation habituelle. Si vous mangez végétal depuis longtemps, votre corps optimise l'utilisation de ces protéines. Alors ces différences, oui, il y en a, mais elles sont minimes, compensables et dans la vraie vie assez négligeables. Ce qui compte, c'est la diversité. D'ailleurs, on va creuser un peu ce point, la diversité. Dans le modèle ancien basé sur les rats, vous savez les fameuses études de rats dont je viens de vous parler, on évaluait la qualité d'une protéine en la testant seule, isolée, comme si vous mangiez 100 grammes d'un aliment et rien d'autre. Sauf que dans la vraie vie, vous ne mangez pas une protéine isolée. Vous mangez un repas entier, soit avec une entrée, soit avec des accompagnements comme des féculents et des fibres. Et dans une journée en plus, vous mangez plusieurs repas. Et c'est précisément la critique de l'ONAV. Les méthodes PDCAAS puis DYAAS, je vous mettrai tout ça en description, qui sont respectivement des années 90 et des années 2010, elles évaluent un aliment unique hors contexte alimentaire réel, ce qui sous-estime les protéines végétales et ne tient pas compte des synergies naturelles des aliments au sein d'une même journée. Je vous mettrai ce que veulent dire ces fameux acronymes dans la description de l'épisode, car Dans la poire n'est pas un podcast de chercheurs qui s'adresse à des chercheurs, c'est plutôt un podcast destiné au grand public, voire au grand public averti. Donc conclusion, c'est pas la protéine idéale entre guillemets qui compte, c'est la combinaison de vos aliments au sein d'une même journée. J'y reviendrai en détail dans la newsletter de vendredi. Donc oui, il y a des différences entre protéines animales et végétales, mais ces différences deviennent insignifiantes dès lors que votre alimentation est variée, cuisinée et qu'elle repose sur un trio simple, légumineuses, céréales, fruits à coque. Je rappelle que quand je dis légumineuses, je ne parle pas explicitement du tofu, du tempeh ou des protéines de soja texturées, mais ils sont inclus dedans puisque les produits végétaux sont déjà dérivés de ces familles. Par exemple, le tofu est fabriqué à partir du soja et le tempeh est fabriqué à partir de soja fermenté.
Voilà, j'ai essayé de vous synthétiser les choses. Peut-être que j'ai été un peu elliptique. Merci à Stéphanie Gianola, qui est diététicienne et qui m'a permis d'échanger, de confirmer certaines informations et d'en infirmer d'autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les sur les plateformes d'écoute et peut-être que ça me donnera aussi de la matière pour la newsletter de vendredi. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien en description. Ma newsletter, elle s'appelle Charlie's Kitchen et c'est justement dans cette newsletter que je donne plus de conseils pratiques comme des fiches mémo ou des menus pour la semaine. Allez, demain, on passe à l'épisode 4 et vu l'évolution des réglementations européennes très récentes, vu notre situation à tous et à toutes, difficile de faire l'impasse sur l'aspect environnemental des choses au sens large, c'est-à-dire pas seulement l'aspect bilan carbone. Prendre soin de la nature, c'est pas seulement une histoire de CO2, c'est aussi l'eau qu'on prélève, les sols qu'on épuise ou qu'on régénère, l'air qu'on respire, les écosystèmes qu'on protège. Et ça, nos choix alimentaires y participent pleinement. Aujourd'hui, nous sommes un jour en I, et c'est peut-être un bon jour pour vivre, expérimenter, explorer un truc agréable pour vous. Je vous souhaite un bel appétit de vivre, et à demain.